ou répondre aux besoins spécifiques des gouvernements. Notre speaker du jour est Madame Rachidat Zeba. Rachidat est consultante et se spécialise dans le conseil au gouvernement et le développement socio-économique. Au cours de la dernière décennie, elle a accompagné des décideurs en Afrique de l'Ouest et du Centre, des organisations philanthropiques et des agences internationales. Elle a déployé des initiatives transformationnelles à travers le continent, travaillant pour des organisations telles que le Tony Blair Institute for Global Change, Dalberg Advisor, Africa Resource Center et ICVIA, entre autres. Ces activités se concentrent sur la résolution de problèmes et la co-création de solutions, la planification stratégique et opérationnelle, ainsi que la gestion de programmes dans des domaines tels que la santé publique, l'agriculture, l'éducation, l'emploi des jeunes et l'autonomisation des femmes. Rachidat est titulaire d'un master en sciences de la gestion, spécialité en gestion de projet, et d'un MBA, management de la qualité, de l'hygiène, de la sécurité et de l'environnement. Merci à tous de vous être connectés. Rachidat, vous avez la parole. Merci. Merci beaucoup, Binta. Est-ce que je peux juste vérifier qu'on m'entend bien? Parce que j'ai des problèmes de connexion. Oui, nous vous recevons très bien. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci à Michael d'avoir organisé ça. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de back and forth, mais c'est un plaisir pour moi, en tout cas, de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Donc, comme Binta l'a dit, je me présente en général comme consultante en stratégie. Quand Michael m'a approché pour ça, je me suis dit, je ne me définis pas comme une spécialiste de la gestion des projets. Mais en tout cas, on va essayer d'échanger ensemble aujourd'hui. Donc, comme Binta le disait, je suis actuellement portfolio manager chez Dalberg Advisors. Je m'occupe de la gestion de portefeuille de projets que nous avons avec l'Alliance Gavi, notamment dans le cadre donc, de l'amélioration de la couverture vaccinale dans un certain nombre de pays en Afrique. Alors, la discussion d'aujourd'hui, j'ai eu un peu de mal à y trouver un thème. J'ai même dû changer le thème un tout petit peu, mais je suis sûre qu'on pourra donc ressortir de l'essentiel dont on veut discuter. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, Je peux juste le mettre en mode diapo. Super. Super. Donc aujourd'hui, j'ai suggéré donc qu'on puisse parler de localisation de projets de développement. Je disais tantôt que j'ai eu du mal à trouver le thème parce que je n'étais même pas sûre que le mot localisation était vraiment français. Mais finalement, après plusieurs recherches, je me suis rendu compte qu'il est. Je tiens d'emblée à préciser que Binta l'a dit, je travaille essentiellement dans les projets de développement. Donc, ma présentation risque d'être un peu biaisée et très axée projet de développement. Dans les projets de développement, je me spécialise dans tout ce qui est projet de santé, notamment la vaccination. Donc, ça inclut encore un autre biais. Désolée pour ça, mais je pense que j'ai prévu également qu'on puisse avoir des discussions de groupe et je crois que ça va aider un peu à mitiger un peu ce biais-là. Alors, voilà l'agenda que je propose aujourd'hui. Rapidement, en 5 étapes, je suggère déjà qu'on puisse parler de la localisation. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça implique? Ensuite, ce serait bien qu'on puisse échanger sur quelques exemples d'échecs dus au manque de localisation de projets. On pourra, dans un troisième temps et en discussion de groupe, aborder un peu les causes en fait de l'absence ou du manque de localisation souvent dans nos pays en Afrique. Et enfin, pour terminer, on pourra échanger sur quelques pistes de solutions et ouvrir la discussion. Je suis certaine que c'est un sujet d'actualité. Je ne connais certainement pas mieux que vous sur la question.
et les contributions des uns et des autres vont beaucoup nous aider aujourd'hui. Alors, peut-être avant de commencer, je ne sais pas si Binta me le permettrait, mais j'ai bien envie de poser une question sur qu'est-ce que vous pensez que la localisation est? Si je peux, ça peut être dans le chat, ça peut être des gens qui veulent ouvrir le micro. Oui, Si bien les sûr, uns Rachida, et autres. oui, on peut ouvrir, le chat est ouvert. Donc, s'il y a des contributions, n'hésitez pas à poster vos contributions dans le chat. OK, je ne vois pas de réponse. Je ne pense pas que c'est parce qu'on ne sait pas. Mhm. Peut-être c'est parce que personne ne veut se lancer. Alors, Certainement. la localisation, alors c'est un peu d'anglicisme, hein, mais le mot existe en français, donc ça m'a facilité la tâche. C'est le fait de pouvoir adapter aujourd'hui tout ce qui est projet de développement, initiative de développement des communautés ou des pays, au contexte même du pays ou des communautés dans lesquelles on veut développer ces projets-là. C'est de vraiment s'assurer que tout ce qui est aspect socio-économique, culturel, mais aussi les leçons apprises des échecs et des succès passés à travers d'autres projets ou des projets similaires dans ces zones-là sont suffisamment prises en compte pour développer des projets qui répondent le mieux aux besoins des communautés. J'ai toujours l'habitude de dire que quand des gens me disent qu'on développe un projet dans plusieurs pays en Afrique, j'ai un problème avec. Parce que l'Afrique est tellement hétérogène qu'on ne peut pas dire qu'on développe un projet en Afrique et dans plusieurs pays. Pour moi, j'ai souvent même une réaction presque épidermique quand j'entends ce genre de choses. D'où la nécessité pour moi, et de plus en plus, il y a une prise de conscience au niveau global sur la question de pouvoir s'adapter au mieux aux spécificités des pays ou des communautés dans lesquelles les projets seront déroulés, plutôt que de venir avec des projets déjà ficelés qu'on veut développer dans un contexte qu'on ne connaît pas du tout très bien. Alors, tout ça permet quoi? Euh, la localisation a trois avantages principaux. D'abord, ça permet, comme je le disais tantôt, d'aller sur une approche collaborative et inclusive dans la conception même du projet. Ensuite, de pouvoir s'assurer qu'il y a une implication, une adhésion des communautés locales, des États, des gouvernements dans les projets qu'on développe. Et le plus important pour moi, c'est vraiment l'aspect pérennisation. Parce qu'un projet qui a été développé en tenant compte les spécificités, les besoins et les attentes d'un pays ou d'une communauté permettra donc une meilleure pérennisation parce que les gens auront déjà compris pourquoi le projet, pourquoi ils doivent se l'approprier et qu'est-ce que tout ça va nous apporter à la fin de la journée. Euh, je pense également que l'une des raisons aujourd'hui pour lesquelles certains ont pas mal de projets échouent souvent, notamment dans tout ce qui est développement socio-économique, c'est que euh, l'aspect pérennisation n'est pas pris en compte. Donc, un projet peut durer 2 ou 3 ans, mais il n'a pas vocation à avoir des résultats de court terme. En général, les projets que nous développons dans tout ce qui est de dire que dans le monde du développement, ce sont des projets pour lesquels on veut que les résultats soient le plus périns possible. Mais malheureusement, parce qu'on ne prend pas en compte les réalités spécifiques d'une localité, d'un groupe de personnes en particulier, la pérennisation donc peut poser problème. Alors, voilà un peu camper le décor. Donc, un peu expliquer de façon ramassée qu'est-ce que c'est que la localisation et qu'est-ce que ça nous apporte à la fin de la journée. Parce qu'il ne s'agit pas d'utiliser des termes plus ou moins fancy, mais à la fin de la journée, il faut qu'on sache qu'est-ce que cela nous apporte. Euh, je propose dans un second temps qu'on puisse échanger sur quelques exemples euh, d'échecs assez, je ne dirais pas structurels, mais d'échecs programmatiques
dans la mise en œuvre de projets de développement en Afrique du fait du manque de localisation. J'ai peut-être oublié de dire d'emblée que je veux focaliser ma présentation sur le continent africain. Désolée encore pour le biais, mais c'est parce que c'est ce que je connais le mieux. Il y a beaucoup d'exemples qu'on pourrait citer, mais j'ai un peu priorisé ou hiérarchisé en me basant aussi sur ce que je connais le mieux, notamment tout ce qui est santé publique, pour donner un peu des exemples d'échecs qui vont euh, juste introduire la réflexion pour les travaux de groupe que j'ai suggérés tantôt, parce que je veux également que cette session soit la plus participative possible. Euh, alors, en termes d'échecs, je veux parler de tout ce qui est digitalisation aujourd'hui des systèmes de santé en Afrique. Ensuite, de la livraison au dernier kilomètre des produits de santé ou ce qu'on appelle communément le last mile delivery dans la santé. Et enfin, tout ce qui est décentralisation des urgences de santé publique en Afrique. Par urgence de santé publique en général, c'est tout ce qui est épidémie comme la COVID-19 qu'on a connue récemment, par exemple. Alors, en parlant de digitalisation des données, aujourd'hui, c'est un sujet qui devient de plus en plus, j'ai envie de dire, à la mode, parce que tout devient digital, donc il nous faut digitaliser les données. Historiquement, les données dans les centres de santé étaient collectées dans des registres papier. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde qu'il y a un besoin de mettre ces données-là, euh, de les informatiser, quel que soit le logiciel. Euh, Beaucoup de bailleurs de fonds aujourd'hui investissent dans le e-health ou la digitalisation à plusieurs niveaux, que ce soit tout ce qui est chaîne d'approvisionnement de produits de santé, que ce soit juste le fait de pouvoir tracer un patient dans le temps à travers un dossier unique patient. Mais à la fin de la journée, on se rend compte qu'il y a très peu de résultats. La pérennisation dont je parlais tantôt n'est pas souvent présente. Vous déroulez une application dans une région, dans un pays, vous revenez 2 ou 3 mois après. Bon, peut-être que je suis un peu difficile, mais 2 ou 3 ans après, il y a plus, il y a plus aucune trace de cet outil. La vérité pour moi, et pour avoir travaillé dans la santé digitale avant de rejoindre Dalberg récemment, je pense qu'il y a, il y a un manque de concertation des acteurs, même des praticiens de la santé, sont ceux en fait qui collectent les données de patients, qui collectent les données de santé, qui collectent les données sur la quantité de médicaments. Euh, Souvent, on leur impose des solutions toutes faites sans les avoir consultées, sans les avoir demandées, mais à la fin, qu'est-ce qui pourrait ajouter une valeur à ce que vous faites? La vérité est que les gens ont déjà un outil qui s'appelle le DHIS2, qui est un outil que certaines connaissent ici, certainement, euh, globalement admis, hein, largement reconnu dans les pays du Sud pour collecter les données de santé. Sauf qu'aujourd'hui, les praticiens n'ont pas besoin d'un nouveau outil. Ils ont juste besoin d'un outil ou d'application de modules qui peuvent s'intégrer, être interopérables au DHIS2. Aujourd'hui, on propose beaucoup d'outils aux gens dont ils n'ont pas besoin, sans leur demander. Et à la fin de la journée, bon, ça ne marche pas parce qu'ils n'en ont pas besoin. On ne leur a pas forcément demandé leur avis. Et on se retrouve donc à injecter beaucoup de ressources, voire à gaspiller, entre guillemets, beaucoup de ressources avec très, très peu de résultats à la fin de la journée. Donc, voilà un premier exemple où le besoin en fait, du personnel de santé n'est pas pris en compte. On leur impose presque des outils de gestion, des outils de digitalisation et à la fin de la journée, bon, on aura injecté beaucoup de millions, mais ça ne sert à personne. Le deuxième exemple que j'ai jugé utile de partager avec le groupe, c'est
je disais tantôt du last mile delivery ou de la livraison au dernier kilomètre. Aujourd'hui, quand vous prenez le secteur de la grande distribution, hum, et par exemple Coca-Cola, vous trouverez du Coca-Cola très souvent dans les villages les plus reculés. Le Coca y arrive. Sauf qu'on essaie de le faire avec des produits de santé qui sont beaucoup plus importants que le Coca. Et souvent, c'est très difficile de s'assurer que dans les villages les plus reculés, quand je prends le cas, par exemple, du Sénégal ou à la frontière avec la Mauritanie, hein, où on a besoin aussi que ces gens-là aient accès en continu au paracétamol, aient accès en continu à tout ce qui est produit contraceptif pour les femmes. Sauf que ça n'arrive pas souvent, alors que la grande distribution le fait. Plein d'efforts ont été faits aujourd'hui pour adapter le principe de distribution au dernier kilomètre de la grande distribution à la santé, euh, sauf que ça ne marche pas. Il y a eu beaucoup d'investissements colossaux, y compris dans des pays comme le Sénégal. Euh, ça ne marche juste pas. Et, et pour moi, le problème se situe encore une fois euh, au niveau d'un manque de prise en compte des spécificités et des besoins des acteurs locaux. On investit aujourd'hui dans tout ce qui est achat de médicaments, dans tout ce qui est programme de courte durée pour acheminer le médicament au dernier kilomètre. Euh, Sauf qu'il y a des maillons de la chaîne d'approvisionnement, de distribution de médicaments aujourd'hui qui ne sont pas vraiment bien ficelés. Juste pour vous donner un exemple, euh, dans la grande distribution, à la fin de la journée, c'est le consommateur final qui paye. Dans la santé, on met en place un projet, on distribue les produits gratuitement. On ne se pose pas forcément la question de la pérennisation. Donc, une fois que le projet sera fini, un projet, s'il a trop duré, c'est 5 10 ans hein, dans notre secteur. On ne se pose pas forcément la question, bon, quand le projet sera fini et que les bailleurs auront retiré leur argent, qui paye pour ces médicaments? Parce que si personne ne paye, ben, ça veut dire que à un moment, le mécanisme ne marchera plus. Ou on assiste à des schémas où, parce qu'un partenaire veut travailler spécifiquement dans la santé maternelle et infantile, par exemple, on fera du last mile pour la santé maternelle et infantile. Alors qu'à la fin de la journée, le centre de santé ne distribue pas que des médicaments de santé maternelle et infantile, il distribue beaucoup plus que ça. Donc, il y a des maladies chroniques, etc. Le fait de ne pas avoir des stratégies qui impliquent l'ensemble des programmes peut également poser un problème dans euh, la pérennisation, dans la mesure où le projet en lui-même devient un peu comme une charge exceptionnelle pour le personnel de santé qui est dans le village le plus reculé. On ne lui a pas forcément demandé qu'est-ce qui correspond le mieux à ses attentes et ça rajoute encore une charge de travail pour ces personnes. Alors, je m'arrête là. Je ne vois malheureusement pas le chat, mais je vais juste vérifier s'il y a des questions, des réactions, avant que je ne parle de tout ce qui est gestion des urgences de santé. Il n'y a pas y a pas de message dans le chat. Il y a peut-être Sadia qui voulait une précision sur la localisation. Donc, mais à part ça, il n'y a pas d'autres messages. Hum, hum, hum. Merci, Binta. Oui, donc je reviens rapidement sur la définition même. Euh, Comme je le disais tantôt, j'ai eu peur que ce ne soit un anglicisme, mais ça ne l'est pas, après avoir fait des recherches. Donc, la localisation, c'est tout ce qui est process, approche, mécanisme qui vont nous permettre aujourd'hui de prendre en compte les besoins, les attentes et les spécificités d'un pays ou d'une communauté, d'une région dans la conception et la mise en œuvre d'un projet d'un projet, donc dans notre cas aujourd'hui, d'un projet de développement visant
impacter l'aspect socio-économique dans cette localité. Donc, c'est ce que je disais d'emblée avant de donner quelques exemples, en fait, d'échecs liés au manque de localisation de certains projets, de certaines grandes initiatives. J'ai délibérément voulu ne pas pointer des projets pour garder aussi l'aspect anonyme de la présentation. Mais je pense que s'il y a certains qui travaillent là dans le milieu, ils pourront un peu reconnaître les initiatives dont on parle. Est-ce que ça répond à la question de Sadia? Je pense que oui. Il n'a pas allumé ton micro, mais je pense que c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Je termine juste avec le dernier exemple. euh, et c'est aussi un exemple sur lequel j'ai travaillé. Aujourd'hui, on se rend compte que je pense qu'on a tous vu ça lors de la gestion, par exemple, de la riposte à la COVID-19. Mais il y a également d'autres épidémies auxquelles nos États doivent faire face aujourd'hui. Il y a tout un engouement aujourd'hui autour de la préparation et de la réponse euh, aux urgences sanitaires, avec même parfois la mise en place donc de mécanismes, de schémas institutionnels pour répondre à la gestion aux urgences sanitaires. Sauf que souvent, on est amené à créer des structures parallèles avec une architecture différente de l'architecture administrative pour que les gens répondent aux urgences sanitaires. J'ai travaillé, par exemple, dans un pays il y a 5, 6 ans où on était dans une situation où les gens avaient créé une sorte de nouveau découpage administratif spécifique à la gestion des urgences sanitaires qui est différent du découpage administratif normal dans le pays. Sauf que ça avait été un chaos total. Le personnel de santé n'avait pas été consulté. On avait à peine demandé l'avis du gouvernement, des premiers responsables du ministère de la Santé, et on demandait aux gens de travailler dans des structures hiérarchiques quasi existantes. J'ai envie de donner un exemple aujourd'hui avec le cas du Sénégal, parce que je pense que beaucoup de nos participants aujourd'hui sont du Sénégal pour qu'on puisse comprendre. Et je tiens à préciser que le projet n'était pas fait au Sénégal. C'est aujourd'hui comme si on demandait euh, au, à la région de Thiès de dépendre de celle de Kaolack pour gérer les urgences sanitaires, alors que la région de Thiès est une région autonome, ce qui crée déjà un problème dans tout ce qui est collaboration entre les différentes parties prenantes, mise à disposition des médicaments. Et on a assisté dans certains pays à un chaos total dans la réponse aux épidémies, tout simplement parce qu'on a voulu introduire un nouveau découpage administratif qui ne répond pas au découpage du pays et qui ne permet pas de mobiliser les acteurs parce que les acteurs qui sont déjà au niveau local ont une façon de s'organiser sur la base donc, du découpage administratif du pays. Juste donner un exemple donc, à ce niveau-là. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails au risque de donner des informations trop précises. Mais voilà un peu pour introduire quelques exemples, pour nous permettre également de mieux comprendre la notion de localisation des projets et de pouvoir mener ensemble une réflexion là-dessus. J'ai suggéré à Binta et à Michael qu'on puisse avoir des réflexions de groupe parce que je le disais tantôt, je crois que je n'ai pas la science infuse sur la question. C'est un sujet d'actualité. Plusieurs d'entre nous faisons face à ça au quotidien, à travers la presse, à travers nos échanges euh, dans des groupes restreints. Et aujourd'hui, à travers les 3 exemples que j'ai donnés, euh, je pense qu'il y a plusieurs niveaux de responsabilité, notamment deux. C'est vrai que on peut attribuer un niveau de responsabilité à nos États aussi, qui peut-être parfois mettre en œuvre des projets
qui leur viennent d'ailleurs, mais et qui ne cherchent pas forcément à contextualiser. Et je pense également qu'il y a une part de responsabilité qui s'applique en fait à tous les autres acteurs, y compris les bailleurs, les agences d'exécution, les personnes comme moi qui font du conseil, euh, et même les praticiens souvent sur le terrain, que ce soit dans la santé ou dans le domaine agricole, etc. Donc, ma suggestion aujourd'hui, c'était qu'on puisse avoir des discussions par groupe, en deux groupes. Donc, un premier groupe qui va un peu essayer de réfléchir sur ce qui est responsabilité des États, des gouvernements, dans l'absence de contextualisation, de localisation des projets. Et un deuxième groupe qui va réfléchir un peu sur le rôle de tous les autres acteurs et qu'ensemble, donc, on puisse revenir après pour une restitution. Je suggère peut-être 15-20 minutes par groupe maximum et on aura un responsable ou un rapporteur par groupe qui pourra nous faire une restitution avant qu'on puisse continuer. Donc, Binta, je m'arrête là et puis je te repasse la parole. D'accord. Merci beaucoup, Rachidat. Michael, est-ce qu'on a l'équipe technique pour nous aider à créer les deux groupes, s'il te plaît? Oui, bonjour Binta, bonjour Rachidat. On a Dieudonné qui est de l'équipe Haïti qui va essayer de faire la répartition. Donc, je crois que là, nous sommes 30, donc on pourra partir sur 15 personnes par groupe. Très bien. Bonjour à tous. Je vais faire une distribution aléatoire de l'ensemble des membres. Là, on est 33 dans le call. Donc, je vais vous distribuer entre deux salles, salle 1 et salle 2. Très bien. Peut-être qu'on peut juste préciser que salle 1, ce sera donc la responsabilité des États dans le manque de localisation et salle 2, la responsabilité de tous les autres acteurs. D'accord. Et qui seront les acteurs spécifiques dans chaque salle alors, puisque chaque salle a il y a On peut un faire acteur. une distribution aléatoire, comme tu as proposé. D'accord. Donc, il y a 14 personnes dans la première salle, et 13 personnes dans la deuxième salle. Donc, dès que je vais ouvrir les salles, vous allez tous vous retrouver dans l'une des deux salles. D'accord. Peut-être juste préciser qu'il faudra, dans chaque salle, qu'on désigne un rapporteur. D'accord. Les salles sont ouvertes. Donc, je pense que chacun est en train d'aller dans les salles. Bonjour, c'est le groupe 1, je pense. Donc, je vous propose de choisir un rapporteur et de commencer à débattre sur le sujet.
Donc, pour vous maintenant, la réflexion tourne autour de voir quelle est la responsabilité des États dans cette procédure, pardon. Allô? J'espère que votre micro marche dans la salle. Oui, Dieudonné, donc là, c'est le groupe 1, c'est bien ça? Oui, oui, c'est la salle 1. Donc, notre présentatrice du jour est dans la salle 2. Donc, D'accord. elle nous vous charge de désigner un rapporteur dans la salle 1 pour animer le débat sur le thème qu'elle a proposé pour cette salle. D'accord. Donc, ok. Donc, peut-être je vais désigner, s'il n'y a pas de proposition, je vais désigner Diao, Momodou. Je ne sais pas si Rachidat va venir de temps en temps dans le groupe Moi, je là ou suis en pas. voyage là. Je suis au volant, je ne sais pas. Ah, J'ai eu d'accord. Donc, également peu de moments oui, d'interruption. J'ai pas d'accord. mal Donc, raté des choses. ouais, pas de problème. Je vais proposer Aline Badara peut-être, s'il nous entend. Donc, Dieudonné, juste si tu peux vérifier si Rachidat va venir peut-être dans la salle pour 1 minute et repartir ou pas. Je pense qu'elle est dans la salle 2. Elle s'occupe de l'animation de la salle de là-bas. D'accord, ok, très bien. Ok, donc, Bonjour, vous m'entendez? oui, Aline Badara, on vous reçoit. Oui, ok, d'accord, d'accord. Donc, dans ce cas, je me porte volontaire et excusez-moi si vous avez des problèmes pour m'entendre. Parce que Non, je suis on dans vous un... reçoit très, très bien. On vous reçoit très Ok, bien. donc c'est bon. Super. Voilà, donc si je comprends bien, on doit réfléchir sur la responsabilité de l'État face à la problématique de la localisation Oui, dans les c'est projets ça. de développement, c'est ça? C'est exactement ça. Ok, d'accord. Donc, les gars, est-ce qu'on peut commencer déjà à voilà, émettre des idées, des suggestions, des propositions, bon, juste pour faire un petit brainstorming pour voir un peu si on a la même compréhension. Oui, moi je pense que généralement, les États doivent quand même bien définir le cahier des charges. Pour moi, c'est le premier point. On doit savoir exactement ce qu'on souhaite donner à une population bien ciblée. On définit le cahier des charges avant de démarrer. Donc, si le cahier des charges est très bien fait, on est sûr qu'on sait ce qu'on veut, comment on va y aller et avec qui on y va. Donc, généralement, peut-être parfois ça peut faire défaut dans certains projets. Et si ça fait défaut, c'est certain que la réalisation sera problématique. Donc, moi, peut-être le premier point que je vois où l'État devrait peut-être appuyer, c'est vraiment dans la définition du besoin, que ça soit bien défini, clairement défini, pour que l'exécution se passe bien. Voilà. Ok, d'accord. Donc, j'en retiens deux choses. Définition d'absence de cahier de charges clair et mauvaise définition ou bien même voilà, absence de définition claire des besoins. Bon, moi, je vais ajouter juste un fait. Je ne sais pas si je suis, voilà, je suis sur la même longueur d'onde que bien, j'ai bien compris le terme localisation ou pas. Mais ce que je comprends, c'est que je trouve qu'il y a souvent voilà, l'implication des communautés ne se fait pas comme il se doit. Donc, au début, comme Madame l'a dit, cette évaluation des besoins-là, parfois, c'est pas une évaluation qui a impliqué
les principaux acteurs, à savoir donc les communautés. Et il va de soi que si ces dernières ne sont pas impliquées depuis le début du processus, voilà, il sera très difficile aussi de les amener à s'approprier du projet et aussi penser à sa pérennité à la fin. Effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Merci Aline Badara, c'est effectivement très important. Je ne sais pas s'il y a d'autres contributions. Je vois pas les autres membres du groupe. Oui, Est-ce que je il n'y suis a pas avec de vous, je main travaille levée. avec moi. Oui, il n'y a J'utilise pas de mon main. téléphone, je ne vois pas trop les autres. Oui, oui, oui. Mais là, il n'y a pas de main levée. Bon, je ne sais pas si nos amis sont là avec nous, s'ils sont en train de prendre le petit déjeuner. Je ne vois pas de main levée. Sinon, il y a également le chat. Si certains ne peuvent pas prendre la parole, ils peuvent toujours mettre leur contribution dans le chat. Voilà. Voilà. Ouais. Voilà, moi, bon, je vais aussi ajouter, bon, en me basant aussi de l'expérience au niveau de mon pays, qui est le Sénégal. Je pense aussi que la connotation politique, bon, l'implication des autorités administratives, et surtout les autorités politiques au niveau des différentes localités aussi, pose parfois problème, parce que souvent il y a des conflits entre les communautés, donc qui sont surtout dus à l'appartenance de tel ou tel autre parti politique, qui fait que parfois il y en a qui ne se sentiront pas impliqués, et du coup, donc, ils ne se donneront pas les moyens pour vraiment voilà, donner un corps à la réalisation du projet. Donc, c'est les résistants, quoi. Je pense que ça aussi, c'est un aspect qu'on peut mettre sur la liste. D'accord. Je note ça. C'est un point qui est très important, très intéressant. Allô, Bilda? Oui. Je peux participer, donc donner un peu mon point de vue sur la responsabilité de l'État dans le sujet. Je pense que d'abord, il y a, je peux citer le cadre réglementaire et également les politiques qui peuvent aussi favoriser donc le succès des projets. Ils peuvent également participer donc en tant que partie prenante généralement clé dans les projets, participer dans les questions de transparence et de gouvernance. Il y a également aussi, ils peuvent participer également à des questions d'équité, non, comment ça s'appelle, faire en sorte à réduire les inégalités sociales, la justice sociale, ça, que ces aspects soient pris en compte dans les projets. Attention, excusez-moi, il y a un gars qui est forcé. Pas de problème. Ok, bon, je vais m'en limiter là parce que. Merci, voilà. Diao. J'ai noté ça. C'est très intéressant. Ok, les autres, est-ce que vous avez une idée? Oui, bonjour, madame. Bonjour à tous. Bon, juste pour intervenir rapidement, personnellement, j'ai jamais réellement participé à un projet avec l'État. Je pense que le point de tout à l'heure sur les parties prenantes est assez important, c'est-à-dire le fait que l'État peut-être ne prenne pas forcément le soin de toutes les rencontrer, d'avoir
parce qu'en fait, c'est ce qui entraîne par la suite le fait que, au final, tous les risques ne sont pas identifiés. La cartographie des risques n'est pas bien faite. De un, on les identifie pas toutes. Et de deux, c'est que on prend pas le soin du coup d'étudier ces risques et d'aller jusqu'au bout pour voir quels sont les points qui vont être mis en place pour vraiment les adresser comme il faut. Donc, je pense que voilà, c'est cette partie implication des parties prenantes et reste assez importante. Et je pense pas que l'État fait toujours sa part des choses comme il faut. Et après, derrière, voilà, c'est des risques qui sont là, qui sont pas forcément identifiés et qui impactent forcément le projet par la suite. Voilà. Merci beaucoup, Merci Biti, beaucoup, pour cette madame. contribution. Ouais, c'est très intéressant. Bon, moi, je vais ajouter un point hein, relatif aussi à la faiblesse qu'on a souvent en termes de communication. Donc, souvent, le volet communication n'est pas suffisamment pris en compte. Et voilà, ce qui aussi peut être la source aussi de cette non-appropriation du projet ou bien des projets par les bénéficiaires. Mhm. Effectivement. Je partage parfaitement ce point-là avec toi. Une autre réaction? Bon, il n'y a pas de main levée. En attendant qu'il y ait d'autres réactions, je peux juste parcourir rapidement les points qui ont été abordés, Aline Badara, le temps que tu fasses la restitution. Donc, on a un peu abordé le fait que il n'y a pas de cahier de charge clair, le fait que le besoin n'est pas tout le temps clairement défini, l'implication des communautés également dès le début du processus, on en a parlé. J'ai un point. Ah, excuse-moi. Oui, oui, Dia, oui, allez-y, il n'y a pas de problème, allez-y. On est dans le vide, après. Je rendu compte que donc, je disais un autre point également qui me vient à... Donc, c'est le développement des infrastructures donc pour faciliter donc les projets, tout ce qui est route, les ports et consorts. Donc, je pense que ça, c'est la responsabilité de l'État. Il y a des projets qui peuvent être impactés par ça, donc, dont le succès donc, en dépend également. Parce que la responsabilité de l'infrastructure donc, revient au développement de l'infrastructure, des infrastructures revient à l'État. D'accord. Si j'ai bien compris, tu parles du développement des infrastructures pour faciliter les projets. Bon, là, je ne te capte plus, mais j'ai noté quand même le point. Je pense que tu parles du développement des infrastructures par l'État. Oui, Oui, exactement, pour qu'on puisse, Il faisait allusion à voilà. ça, oui. Oui, 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 d'accord, très bien. Bon, il y a aussi que dans certains projets, bon, c'est surtout la phase de transfert de compétences qui n'est pas suffisamment prise en compte pour espérer une pérennisation du projet. Souvent, voilà, il y a ce volet de renforcement de capacité dont les acteurs devront bénéficier, malheureusement, qui n'est pas suffisamment pris en compte. Les gens se focalisent beaucoup plus en termes de statistiques, en termes de nombre de personnes formées, nombre de personnes qui ont assisté à séances de formation et autres, sans pour autant aller au-delà même et en ciblant le résultat. Est-ce que ceux qui sont formés sont en mesure d'appliquer voilà, ce sur quoi ils ont été formés? Je pense que aussi ça, c'est un point qui limite un peu la pérennisation de beaucoup de projets.
Effectivement. Merci Aline Badara, j'ai noté ton point. Est-ce qu'il y a d'autres contributions que vous voulez qu'on prenne en compte? Sinon, je trouve quand même qu'on a abordé pas mal de C'est points. bon, je pense, Oui, c'est oui, bon, oui. oui, Je oui, peux, bon. oui, je peux juste peut-être parcourir rapidement certains points phares dont on a parlé. On a parlé du cadre réglementaire qu'il faut vraiment revoir pour favoriser le succès des projets. Et ça, vraiment, c'est le rôle de l'État. Il y a la transparence et la gouvernance qu'il faut avoir dans tous ces projets-là, une bonne gouvernance à mettre en place pour pouvoir réussir ces projets. On a également abordé un point sur le fait qu'il faut voir comment faire pour réduire les inégalités sociales dans les différents projets qui sont mis en place par l'État. Et il y a un point qui est très important pour moi qui a été abordé par Betty, c'est vraiment la cartographie des risques qu'il faut identifier dès le début du projet et mettre en place des solutions pour chaque risque qui est identifié. Donc ça, également, c'est un point qui est très important pour qu'on puisse réussir les projets. L'implication de l'administration également, il faut vraiment que l'administration décentralisée puisse être impliquée de manière significative et qu'on évite tout ce qui est conflit entre les communautés, dû parfois à des appartenances politiques. Donc, les résistants, on en parlait. Et un point qui est très, très important, on pourra en parler tout à l'heure dans le grand groupe avec tout le monde, c'est vraiment la communication. Donc, parfois, elle est faible, on ne prend pas en compte, on ne prend pas le soin de communiquer correctement vers les bénéficiaires. Et ça fait que les bénéficiaires ne s'approprient pas du projet. Et souvent, quand c'est le cas, ça n'aboutit pas bien. Voilà, je pense qu'on a revu quand même globalement les différents points qui ont été abordés. Donc, Aline Badara, je te laisserai faire le résumé tout à l'heure. S'il y a d'autres points, oui, n'hésitez pas. Merci tout le monde. Ouais. Moi, j'ajouterais juste un point, peut-être vous pourrez confirmer. Hein. Je pense que aussi dans le choix des hommes, parfois, dans les projets du gouvernement, souvent aussi le choix des hommes constitue des problèmes majeurs. Hein. Souvent, voilà, les clientélisme politique, souvent le recrutement ne se fait pas comme il se doit. C'est surtout un prétexte pour caser sa clientèle politique. Et donc, on n'a pas forcément l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et souvent aussi, on confond les rôles, quoi. Souvent, le gestionnaire est aussi le concepteur du projet. Donc, on peut avoir la main et bien écrire un projet, bien comprendre un projet, mais assumer le rôle de gestionnaire, ça relève d'autres compétences qu'on n'a pas forcément. Donc, c'est un métier et malheureusement, dans les projets de l'État, souvent, ce n'est pas des professionnels, de vrais gestionnaires qu'on met à la tête de ces projets-là. Et ça peut aussi être expliqué en partie l'échec que nous avons. Effectivement. Je note ce point-là, c'est très, très bien. Merci, Aline Badara. Là, on a dépassé les 15 minutes, je crois. De gouvernance, je faisais allusion quelque part à ça. Quoi. OK. Voilà, OK, merci, c'est bon. Donc, c'est bien noté. Voilà. Je vais voir Dieudonné pour qu'on puisse nous rapatrier dans la grande salle. On a épuisé le créneau qui nous était alloué. Merci tout le monde. Merci beaucoup. OK. Je me rapatrie dans la grande salle.
Oui, une seconde, le temps que je puisse confirmer avec Rachida, s'il te plaît, Dieudonné. D'accord. C'est bon, Binta, et je confirme, on peut faire le rapatriement dans le grand groupe. Oh, Ils très attendent. bien. OK, super. Merci beaucoup. C'est super. Pardon, Michael, je n'ai pas entendu. Tu peux ramener tout le monde dans le groupe. C'est bon, les travaux ont été faits. D'accord, ça marche. Et peut-être pour Binta, Rachida, ce que j'ai pu constater, c'est qu'au final, il y a eu 3 groupes. Il y a eu la salle 1, la salle 2 et ceux qui ne sont pas partis ni dans la salle 1 de la salle 2. Je pense que c'est le cas de Binta. Binta est restée dans le groupe. Donc, je ne sais pas si je me trompe, mais je pense que j'étais dans une salle 1, il y avait 6 personnes. Rachida, tu étais dans une salle 2 avec, je pense, 10 personnes. Et il y a des personnes qui sont restées entre les deux salles, je ne sais plus. Bref. Oh, désolé. On verra Je ne me bien. suis pas rendu compte. Moi, j'étais dans le groupe 1. On était 12, je pense. 12 ou 13. OK. On En verra fait, bien. Michael, Oui. Teams n'a pas assigné de salle à certaines personnes. Je ne sais pas, peut-être qu'ils se sont connectés depuis un navigateur, pas depuis l'application Teams. Donc, ce qui a fait qu'ils n'ont pas été pris en compte. Tout ça, c'est bénéfique pour enrichir le contenu de ce qui aurait été dit, que ce soit sur le thème 1 ou le thème 2, donc il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Michael, Binta, Dieudonné. Je pense que pour ceux qui n'ont pas été dans un groupe, on peut peut-être ouvrir la parole après pour eux. Ils pourront aussi nous dire ce qu'ils pensent. Je regarde le temps et je me demande si on ne devrait pas commencer la restitution. Peut-être le groupe 1 déjà, avec le rapporteur, en 5 minutes, nous dire ce qu'ils ont discuté. Ensuite, le groupe 2, où moi j'étais. Et puis, on pourra faire une synthèse après. Groupe 1. Merci beaucoup à tout le monde. On a beaucoup échangé. Donc, on a désigné Aline Badara comme rapporteur. Donc, Aline Badara, vous avez la parole. Vous pouvez compléter s'il y a des points. Merci. OK. Allez, merci beaucoup, Aïssata. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Binta, autant pour moi. Ouais, OK, d'accord. Voilà, donc dans le groupe 1, nous avons discuté un peu voilà, des responsabilités de l'État dans les projets de développement. Et nous avons émis pas mal d'idées que moi, je me suis permis de scinder en 3 parties, en 3 groupes. Donc, dans un premier temps, nous avons pensé que dans la phase de préparation, souvent, il y a des points à améliorer et qui souvent constituent les sources de problèmes dans les projets. Nous avons noté entre autres l'absence de cahier de charges bien défini. Donc, le besoin n'étant pas suffisamment et clairement exprimé, il va de soi que on aura quand même des difficultés à amener à la communauté à s'approprier. Cette même communauté, parfois aussi, n'est pas impliquée dans l'identification et la définition et la priorisation de leurs besoins. Ce qui fait que souvent, ils se réveillent un bon jour, on leur présente un projet bien fait qui, sur le papier, semble aller correctement, mais on n'a pas, puisqu'on ne les a pas impliqués, certains ne se sentiront pas engagés et voilà, ne donneront pas ce qu'il faut pour que ça soit une réussite. Nous pensons également que toujours dans ce premier lot, que l'implication, donc j'ai parlé de l'implication, mais aussi l'absence de cadre juridique, de cadre réglementaire, fait que aussi on a souvent aussi des
des problèmes qui peuvent aussi surgir juste parce que le cadre n'a pas été suffisamment bien défini. On a aussi mentionné aussi les conflits, donc entre les conflits politiques, donc l'appartenance à tel ou tel autre camp politique, qui fait que parfois certains peuvent se sentir uniquement concernés par le projet parce que c'est leur leader qui a fait le nécessaire pour que ce projet arrive à leur niveau, et que d'autres aussi pourront se sentir ou bien vont s'exclure eux-mêmes parce que c'est un projet qui a été porté par un autre bord politique. Donc, par rapport toujours au lot suivant, nous avons aussi évoqué l'absence vraiment surtout dans la préparation d'un registre des risques. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps ou bien on ne prend pas la peine de définir tous les risques qui peuvent constituer une entrave à la mise en œuvre du projet, et aussi développer des stratégies de gestion de ces risques-là. Souvent, même si c'est fait, ce n'est fait que partiellement. Donc, nous pensons que aussi ça, c'est un élément qui constitue un point très important à mentionner à ce niveau-là. L'absence de communication, autant dans la préparation que pendant la mise en œuvre, constitue également un élément très important qui aussi expliquerait toujours cette situation-là. Pendant la mise en œuvre aussi, nous avons aussi mentionné le fait que en termes de gouvernance aussi, il y a des problèmes. Donc, souvent, il y a aussi les aspects politiques qui reviennent. On n'a pas forcément les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est aussi un problème très important que nous pensons être aussi à l'origine de cette situation-là. Dans aussi la mise en œuvre, donc on a aussi mentionné l'absence d'infrastructures. Donc, un projet qui envisage, par exemple, de produire, voilà, de livrer des productions agricoles, donc d'étendre la production, qui ne tient pas compte de la disponibilité des routes pour sortir cette production jusqu'au marché, aussi est voué à l'échec parce qu'il sera confronté à des problèmes de transformation, des problèmes de conservation et des pertes énormes. Enfin, par rapport à la pérennité des projets, nous avons aussi mentionné l'absence de transfert de compétences. Donc souvent, dans le cadre des projets, il est prévu de soit former les acteurs, de les accompagner et autres, mais souvent, les gens mettent l'accent sur le nombre de personnes qui sont formées et non pas l'accent sur le nombre de personnes qui sont capables d'appliquer ce sur quoi ils ont été formés. Ce qui fait qu'on peut être, pendant la phase du projet, on peut avoir un projet qui fonctionne correctement, mais quand à la fin du projet et que le projet soit transféré à la communauté, on se retrouve dans une situation où soit on n'a pas mis les personnes qu'il faut, ou bien celles qui avaient participé à la formation ne sont même pas là, ils sont déjà partis. Donc, ce qui fait qu'on a d'énormes difficultés pour continuer les actions du projet à la fin du projet. Donc, la communauté voilà, ne parvient pas à faire fonctionner le projet après sa mise en œuvre. Donc, de façon assez ramassée, ce sont les quelques points que nous avons produits dans le groupe. Je pense que je vais remettre la parole à Binta pour voir si dans le groupe il y a des compléments à faire avant peut-être de vous remettre la parole à vous. Merci. Merci beaucoup, Aline Badara. Merci pour la restitution. C'est vraiment fidèle à ce qu'on a été dit. Donc, Rachidat, vous avez la parole. Merci beaucoup. Merci. Je trouve que c'est très intéressant les points que vous avez relevés. J'ai particulièrement aimé tout ce qui est cadre réglementaire et aussi dynamique politique. Bon, dynamique politique, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles on puisse intervenir. C'est normal à toute société humaine. Mais sur la question du cadre réglementaire, j'ai beaucoup aimé parce que je trouve en fait que si on avait des procédures fortes
au niveau de nos États de comment les bailleurs doivent s'implémenter dans les pays, ça aurait permis de résoudre pas mal de choses. Donc, c'est vraiment un point que j'ai beaucoup aimé. Donc, je vous repasse la parole, Binta, peut-être pour la présentation du groupe 2. Bon, j'étais dans le groupe 1. Je ne sais pas qui a été désigné dans le groupe 2 pour être... C'est Chio là. qui a été désigné dans notre groupe. C'est qui, s'il vous plaît? Chio. D'accord. Je ne le vois pas. Donc, Simon, si vous nous entendez, il y a un micro qui perturbe, voilà. Donc, Simon, ok, très bien. Donc, Arthur, ok. Vous avez la parole pour faire la restitution du groupe 2. Merci. Votre micro est fermé, Arthur. Ok, mais désolé pour donc, je remercie déjà les membres de notre groupe qui ont contribué aux échanges. Donc, nous avons eu beaucoup d'interventions qui vont faire ressortir un certain nombre d'aspects qui devraient être pris en compte dans... Les aléas du direct avec les enfants le week-end. C'est normal. Oui. Binta et Rachida, si vous permettez, il y a aussi Linda Stéphanie qui avait aussi fait une restitution au niveau du thème 1. Donc, peut-être on peut lui donner la parole, le temps que peut-être Thio puisse gérer les aléas du direct. Je suis de retour, désolé. C'est bon. Donc, je vais aller rapidement. Donc, je disais que les points qui ont été relevés, déjà, c'est que depuis la conception souvent des projets, c'est la non prise en compte des besoins réels des populations. Donc, les bailleurs ont souvent des approches préconçues qu'ils implémentent qu'ils essaient d'implémenter dans les différents pays. Notamment, parfois, les indicateurs ne sont pas adaptés aux réalités de la localité du pays. Donc, ces indicateurs-là sont parfois imposés par certains bailleurs, etc. Donc, également, l'autre aspect important qui n'est pas parfois pris en compte et qui pourrait affecter la performance du projet, c'est la non prise en l'omission de l'historique, parfois des projets qui ont été réalisés dans une localité donnée et qui pourraient être similaires, donc on pourrait s'inspirer des leçons pour mieux concevoir les solutions et réussir. Donc, non prise en compte de l'historique. Des approches sont parfois fragmentées. Le premier intervenant en a parlé, parfois dans certaines structures publiques. On peut voir soit dans un même ministère, il y a des directions différentes qui ont des projets qui peut-être visent un même objectif, mais comme c'est porté par des acteurs ou des leaders différents, il n'y a pas de coordination réelle entre ces acteurs-là. Et c'est la même chose parfois pour certains bailleurs. Vous voyez, il y a des bailleurs qui... le cas d'intervention pourrait converger, mais chacun a ses objectifs, chacun veut également montrer qu'il intervient. Donc, tous ces aspects-là, il y a un manque de coordination entre les approches. L'autre point qui a été relevé, c'est également qui a été abordé par l'intervenant précédent, c'est la communication. Donc, les aspects de communication, parfois les outils de communication, parfois sont inexistants. Donc, il revient aux acteurs de pouvoir créer des outils de communication adaptés
qui vont permettre aux uns et aux autres, aux différents parties prenantes de mieux comprendre les attentes, les objectifs visés et de s'impliquer davantage. Donc, et pour terminer, il y a la notion de... on vous avait perdu. Donc, il y a la notion d'inclusivité qui a été abordée. Donc, l'objectif ici, c'est de veiller à avoir une approche inclusive et participative de telle sorte que tous les acteurs se sentent concernés par le projet et s'impliquent pour l'atteinte des objectifs. Donc, voilà de façon résumée les principaux points qui ont été abordés. Mais donc, je vous retourne la parole s'il y a des compliments. Merci. Merci beaucoup, Thio, pour ce résumé. Merci, c'est vraiment très, très gentil, c'est très clair. Donc, ici, il y a Linda qui veut faire également la restitution. On lui donne la parole. Oui, bonjour à tout le monde et merci aux membres du groupe avec lequel on a travaillé. On a pu compiler ensemble des informations concernant la question de la responsabilité de l'État dans les projets de développement. Premièrement, une des idées générales qui a été soulevée, c'est le fait que l'État joue un rôle primordial dans l'initiation des projets de développement. Cependant, la mise en œuvre de ces projets nécessite une responsabilité partagée avec les autres acteurs et les parties prenantes. Cela passe par une approche inclusive qui doit être adoptée par le gouvernement dès le départ, en impliquant une planification rigoureuse, l'évaluation des besoins, la budgétisation et l'allocation des ressources de manière optimale. La mise en œuvre des projets, leur supervision, le suivi et l'évaluation et la considération de l'impact sur la durabilité à long terme de nos pays et de nos États sont également des responsabilités cruciales que l'État doit prendre en charge. Et quelques actions possibles qui ont été proposées pour une meilleure coordination, une meilleure communication, une meilleure évaluation de ces projets-là étaient entre autres, premièrement, que l'État pense à inclure les parties prenantes dès la définition des exigences et désigner les parties responsables de chaque aspect. Deuxièmement, de communiquer aux structures les découpages administratifs et les modalités de fonctionnement pour que les bailleurs puissent également les inclure dans leur plan stratégique. Troisièmement, de mettre en place une structure de coordination de projets en fonction des différents secteurs d'activité et d'organiser des rencontres périodiques d'évaluation en invitant toutes les parties prenantes à partager leur expérience, ce qui pourra également aider à tirer des leçons pour ajuster la stratégie pour la suite des actions à prendre en compte. Donc, voilà un peu ce qui a été discuté au sein du groupe. Si les autres également ont des choses à ajouter par rapport à ces éléments-là. Merci. Merci beaucoup, Linda, pour ce résumé. Rachidat, je vous repasse la parole. Merci, merci à Linda, Thio et Alun Badara pour le résumé. Je pense que c'était très, très intéressant d'entendre les uns les autres et surtout des perspectives différentes. Je crois que de ce qu'on a dit, je retiens essentiellement deux choses. La communication, c'est vrai, la communication à tous les niveaux pour s'assurer que les parties prenantes soient impliquées et s'assurer donc que les besoins de ces parties prenantes-là sont pris en compte. Alors, il nous reste malheureusement pas beaucoup de temps. Je ne pensais pas que ça allait prendre aussi autant de temps. Je vais finir la présentation. Je pense qu'il nous reste une ou deux slides et puis on pourra revenir donc aux questions-réponses s'il y en a. Malheureusement, je ne peux plus partager. Donc, si on peut me redonner la possibilité de partager mon écran.
Dieudonné, si tu pouvais aider, s'il vous plaît. Oui, pourquoi déjà? Oui, pour donner la c'est main bon. à Rachida pour présenter. C'est bon maintenant? C'est Je bon pense maintenant, qu'elle a... c'est bon. Ok, super, très bien. OK. Normalement, vous voyez mon écran. Alors, on a beaucoup parlé de problèmes. On a parlé de pourquoi il n'y a pas de localisation, pourquoi ça ne marche pas, les projets de développement du fait de l'absence de localisation. Je voudrais quand même qu'on puisse terminer sur une note un peu plus positive en discutant de quelques pistes de solutions. Et je crois que dans vos différentes interventions, vous avez déjà largement abordé ça, mais juste pour nous permettre de faire un peu une synthèse de tout ça, j'ai proposé 4 grandes façons de faire, 4 grandes approches qu'on fait, nous, en tant qu'agence d'exécution, et pas mal d'autres agences d'exécution également le font. La première chose qui a été proposée, c'est, on l'a dit tantôt, c'est adapter, mais pas répliquer. Donc, écouter les besoins, vous avez parlé de communication, ne pas faire une simple réplication des projets, mais de s'assurer vraiment que tout ce qui est contexte socio-économique, habitudes, perceptions sont entendus. Donc, on l'a déjà dit en long et en large, je ne vais pas revenir là-dessus. La deuxième approche qui est souvent utilisée, c'est, et vous l'avez dit aussi, c'est une approche participative et inclusive euh, en co-créant les solutions plutôt que en imposant des solutions importées d'ailleurs. Donc, c'est de pouvoir écouter des gens à différents niveaux. Ce que nous, on fait souvent, c'est que au lieu de mettre, par exemple, des praticiens, le top management dans la même salle, on peut le faire, mais souvent, c'est mieux de scinder les gens. Parce que le fait d'être avec le top management peut empêcher souvent certaines personnes du terrain, les agents qui exécutent, de pouvoir s'exprimer pleinement. Alors qu'à la fin de la journée, quelle que soit la beauté du projet qui sera ficelé, c'est eux qui vont le mettre en œuvre souvent. C'est eux qui seront sur le terrain. Le leadership va donner les grandes orientations, ils feront un peu de suivi, évaluation, mais il nous faut écouter les gens sur le terrain. Et souvent, c'est la partie on oublie. Pour revenir au domaine de la santé que je connais le mieux, souvent nous ficelons des projets en restant au niveau du ministère, en restant dans les bureaux à Dakar, alors qu'on oublie que c'est l'infirmier qui est, ou la sage-femme qui est dans le poste de santé qui va mettre en œuvre ce projet-là. Donc, il nous faut pouvoir entendre ces personnes aussi. La troisième approche que je n'ai pas beaucoup entendue malheureusement, mais je pense qu'on l'a dit d'une façon ou d'une autre, c'est de challenger les propositions des bailleurs. Aujourd'hui, on peut avoir des projets déjà ficelés que quelqu'un veut nous proposer parce il a marché ailleurs, dans un autre contexte, dans un autre pays. Mais au niveau État, et à tous les niveaux, y compris ceux qui ne sont pas de l'État, mais des agences d'exécution, des cabinets de conseil, on doit pouvoir faire un peu challenger un peu les suggestions qui viennent des bailleurs et dire oui, c'est bien, ça a marché dans telle géographie, ça ne marche pas forcément chez nous. Voilà ce qu'on devrait faire. Mais je me réjouis parce que de plus en plus, c'est quelque chose aussi qu'on voit dans nos contextes. Et enfin, une dernière approche qui peut être intéressante à explorer, c'est tout ce qui est mis en place de bureaux d'exécution communément appelés delivery units. C'est d'amener des personnes avec des compétences spécifiques pour dérouler un projet sur une période donnée, 2, 3 ans en général, 5 ans au maximum, dans l'objectif que les compétences soient transférées au niveau local, aux agents de l'État pour qu'ils puissent prendre le relais. Alors, le delivery unit peut présenter l'avantage donc de pouvoir faire pousser, de rapidement prendre en compte le contexte local, le mettre en place, mettre en œuvre les solutions en se basant sur le contexte local. Mais il convient quand même de nuancer. Je pense que, et ça c'est moi, peut-être qu'on aura d'autres avis contraires dans les questions et réponses, et je suis également ouverte à discuter ça. Je pense que le delivery unit ou le bureau d'exécution, le PMO, quelle que soit la manière dont on veut l'appeler, ne doit pas être une norme.
Parce que l'idée à terme, c'est qu'on puisse capaciter les États. Donc, quand il y a des agences d'exécution qui viennent pour mettre en place des choses, pour qu'il y ait des changements tangibles, c'est bien, mais il faut s'assurer qu'il y ait un transfert de compétences effectif. J'avais voulu qu'on parle des autres suggestions, mais je suggère qu'on le prenne après la dernière slide. Je ne sais pas, Binta, ce que tu en penses? Oui, Rachidat, on peut terminer le dernier slide et puis prendre les contributions, les suggestions. Merci. La dernière slide, c'est juste un exemple de programme que nous menons au niveau de l'entité où je suis actuellement, où on a vraiment appliqué tout ce qui est principe de localisation. Je vais rapidement définir le programme. C'est un programme qui s'appelle Leadership Management and Coordination, qui est tout simplement un programme financé par l'Alliance Gavi pour le vaccin et exécuté par Dalberg, qui vise donc à renforcer tout ce qui est capacité organisationnelle des programmes élargis de vaccination dans les pays du Sud. L'objectif ultime étant d'améliorer la couverture vaccinale chez les enfants. Juste pour contexte, Gavi, c'est un groupe de plusieurs organisations qui mettent en commun des ressources, que ce soit financières, humaines et matérielles, pour faciliter l'accès aux vaccins, notamment chez les 0 à 5 ans. Et aujourd'hui, il y a ce projet qui est mis en œuvre et exécuté par Dalberg, mais dans plusieurs pays. Et ce que je trouve intéressant dans ce projet, c'est que chaque pays a une approche différente. Donc, pour chaque pays, on a des outils, bien entendu, qui sont globaux, mais pour chaque pays où nous intervenons, l'approche est complètement différente. D'ailleurs, on ne gère pas aujourd'hui le projet LMC comme un ensemble, mais chaque pays constitue un projet dans son individualité qui est traité comme tel du début à la fin. Moi, je n'ai plus l'écran de Rachida, hein, Oh. depuis la discussion. Il est visible. Moi, je ne sais pas si Michael est là. Oui, on l'a. Peut-être, M. Didi, c'est peut-être vous déconnecter ou reconnecter pour voir. Oui, ça peut marcher également. D'accord. C'est bon. Sinon, j'ai pas de. Le truc n'est pas confidentiel. Il n'y a pas d'informations confidentielles, donc j'ai pas de problème aussi si Binta ou Michael veut vous envoyer la présentation. C'est des données qui sont disponibles sur Internet. De toute façon, le webinaire enregistré il sera posté sur la page YouTube du PMI. D'accord. OK. Parfait. Donc, je terminais juste en disant que le programme LMC est un exemple intéressant de localisation parce que c'est un portefeuille de plusieurs pays, près d'une dizaine, mais avec une approche très différenciée dans chaque pays parce qu'on est conscient que le contexte socio-sanitaire est différent. En Afrique centrale, les gens n'ont pas les mêmes types d'épidémies qu'en Afrique de l'Ouest parce qu'on n'a juste pas le même climat, on n'a juste pas les mêmes réalités socio-économiques, socio-culturelles. Les priorités vaccinales ne sont pas les mêmes. Donc, bien que ce soit un programme dans son intégralité, la manière dont il est déroulé, en fait, chaque pays est considéré comme une individualité, ce qui nous permet d'avoir une approche très différenciée et spécifique donc à chaque pays et de prendre en compte les réalités aussi et les besoins spécifiques du gouvernement, mais surtout des communautés locales au niveau de chaque pays. Je vais m'arrêter là. J'ai promis de laisser un peu de temps pour des questions et réponses, donc ce serait bien également de pouvoir entendre de vous, que ce soit des questions, des contributions, des ajouts. Merci beaucoup et Binta, je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Rachidat, pour ce webinaire qui était très, très intéressant, où nous avons appris quand même pas mal de choses. Il y a déjà un message dans le chat. En attendant de prendre ce message-là, s'il y a des questions, merci juste de lever votre main ou de la poster dans le chat. Donc, je vois, il y a Dangoura Ndiassé qui a levé la main. Je propose qu'on
qu'on lui donne la parole pour sa question. Oui, Voilà, Damboura. oui, bonjour à tous, bonjour Rachida, bonjour à tous également et j'espère que vous passez un bon week-end. Donc, j'ai perdu le fil de la discussion parce que j'ai pris le train en marche, mais j'ai pu quand même comprendre la dimension et vraiment la responsabilité de l'État qui était en jeu dans les discussions. Et je voulais juste intervenir par rapport à l'une des suggestions sur comment challenger ou bien avoir cette mindset de challenger les propositions des bailleurs. Moi, je pense que cette donne est en train de changer un peu parce que de plus en plus, ces bailleurs maintenant intègrent la dimension apprentissage sur vraiment ce qui a bien marché ou bien les approches qui fonctionnent, les approches qui ne fonctionnent pas. Et ces bailleurs, même pour la plupart des cas, en tout cas pour les bailleurs sérieux qui se démarquent, ils nous encouragent, nous en tant qu'agence d'exécution ou bien en tant qu'État, à challenger la théorie du changement, qui identifie les différents domaines du changement qui nous conduiront vers l'impact. Et s'il s'avère qu'un des domaines de changement ne parvient pas à démontrer ou bien à agir de façon significative pour générer de l'impact, ils sont disposés à revoir leur copie. En tout cas, je vois pas mal maintenant de bailleurs qui vous disent que vous devez mettre en place des plans d'apprentissage qui permettent de faire une revue critique de notre domaine de théorie du changement ou bien de notre cadre de résultats. S'il s'avère qu'il y a vraiment quelque chose qui n'est pas net ou bien des branches ou bien des secteurs, des stratégies, des dimensions qui ne marchent pas par rapport à notre donne, il faudrait juste les documenter avec des évidences, dire que vraiment, il y a des domaines de changement qui marchent, mais il y a des stratégies qui ne marchent pas et comment ça devrait marcher. Et s'il s'avère que ça a bien fonctionné, ils sont prêts à revoir et à mettre à jour leur cadre stratégique ou bien des choses. En tout cas, pour moi, c'est un début et c'est quelque chose que nous devons saluer. Et l'autre chose maintenant, c'est de dire aussi que c'est au gouvernement de poser le cadre. Je me dis que l'exemple, bon, s'il y a des participants qui ont cette expérience, l'exemple du PNLS, du Programme national de lutte contre le sida, est vraiment intéressant avec son système de truance. C'est-à-dire que dans ce pays ou bien dans certains pays, ils ont un seul cadre stratégique qui identifie les priorités du gouvernement, une seule entité de coordination. C'est-à-dire que toi, en tant qu'ONG, en tant que parti prenant, si tu viens et tu veux investir dans mon domaine, nous avons déjà nos domaines prioritaires. Vous ne pouvez pas outrepasser ces domaines prioritaires. Aussi, si vous avez des milliards et des milliards, nous avons nos domaines et identifiez vos domaines d'intervention, mais on ne sort pas de cela. Et il y a une seule cadre de coordination qui assure le suivi, évaluation et la coordination. Et maintenant, le GFA, de sorte qu'il n'y a pas de débordement et tout est cadré. Et ce cadre stratégique a pris en compte également les besoins des populations parce qu'il y avait un need assessment qui a été déjà fait depuis le début avant que le cadre ne soit établi. Pour moi, c'est des solutions qu'on peut vraiment valoriser. C'est-à-dire l'État qui s'impose en mettant le cadre stratégique et qui demande aux gens de s'aligner à ce cadre, mais également des bailleurs qui sont plus enclins maintenant à se faire challenger à travers ce qu'ils proposent. Si on encourage ces dimensions, je pense que les projets vont générer davantage d'impact et c'est au grand bénéfice des populations que nous servons. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que je peux commenter, Binta? J'ai beaucoup apprécié l'intervention. Merci. J'ai beaucoup apprécié l'intervention, peut-être encore parce que je suis biaisée par la santé, mais j'ai trouvé très intéressant. Je n'avais jamais travaillé avec le PNLS au Sénégal. Je trouve que c'est intéressant qu'il y ait un cadre réglementaire. Je pense que celui qui avait fait le rapportage du groupe 1 en avait parlé également. Je pense que s'il y a effectivement ce document stratégique-là qui définit les grandes lignes de c'est quoi nos priorités, ça permet effectivement aux bailleurs de pouvoir s'aligner sur les priorités de la structure ou de l'organisation concernée. Je trouve que c'est très intéressant. Et beaucoup d'autres programmes gagneraient également à avoir des approches similaires. Je vous repasse la parole, Binta. Merci beaucoup, Rachidat. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vois une question de Aline Badara dans le chat. Aline Badara, si vous êtes là, n'hésitez pas à prendre la parole, qu'on comprenne mieux la question. Donc, ça parle du Delivery Unit et des résistances des fonctionnaires si ce n'est pas suffisamment briefé au préalable. Je ne sais pas, Rachida, si vous voyez la question. Oui.
J'ai pas bien Oui, en fait, compris. OK. merci beaucoup. Bon, c'est pas une question en soi, mais plutôt un petit commentaire que je voulais faire par rapport à la proposition de l'approche consistant à mettre en place une unité. Donc, c'est une démarche qui est optée par beaucoup de bailleurs, donc qui consiste à mettre en place une unité de projet pour un peu accompagner soit le ministère ou bien la structure, et qu'au finish, que l'organisation puisse après continuer à faire fonctionner les activités. C'est une démarche qui est salutaire, mais elle nécessite, à mon avis, des préalables, sans quoi l'équipe de projet risque de faire face à des résistances au niveau des fonctionnaires qui sont déjà dans le ministère, si je prends le cas du ministère. Pour la simple et bonne raison qu'à leur niveau, souvent, s'il n'y a pas cette communication au préalable, ce briefing au préalable, c'est des gens qui vont se dire que, bon, nous sommes là, nous avons les compétences, nous sommes capables de faire ça. Je ne comprends pas pourquoi on nous parachute des gens qui sont mieux payés que nous et pour qui sont obligés de s'appuyer sur nous pour faire avancer les choses. Donc souvent, c'est ce genre de comportement-là qui fait que le projet peut avoir des résultats, mais à la fin du projet, les agents du ministère, ou bien en tout cas les gens qui étaient censés être capacités pour pouvoir continuer à exécuter le projet une fois qu'on a mis fin à la mission de l'unité de projet, ces gens-là ne seront pas suffisamment opérationnels pour le faire. D'un autre côté aussi, si on considère la position des membres du projet, donc de l'unité de projet, qui ne sont pas du ministère, ces gens-là aussi subissent une pression du bailleur. Donc, ils se disent qu'ils sont là pour avoir des résultats et ils ne vont pas trop s'attarder sur, en tout cas en mettant l'accent, ils ne vont pas trop mettre l'accent sur le renforcement de capacité ou bien l'implication de ces fonctionnaires-là qui sont censés aussi capaciter. Donc, dans les deux sens, il faudrait vraiment que la communication soit en place, que les gens soient suffisamment informés de la raison pour laquelle cette unité de projet-là est mise en place, et aussi que les membres de cette unité de projet-là sachent qu'ils sont là pour capaciter les fonctionnaires qui, après, pourront continuer à faire fonctionner les jeux. Certains se diront que non, le gars là qui est avec moi, tant qu'il ne sait pas faire le travail, mon contrat sera prolongé. Donc, il est dans un sens, il n'a aucun intérêt, autant pour moi, il n'a aucun intérêt à ce que ce renforcement de capacité-là, ce transfert de compétences-là se fasse dans un délai court. Donc, c'est un peu le commentaire que je voulais faire par rapport à l'unité de projet qui, à mon niveau, est une très bonne initiative, c'est une alternative, mais qui doit être accompagnée d'une bonne communication, d'une bonne formation et d'une bonne sensibilisation des acteurs qui seront impliqués. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez apporter quelques contributions, Rachidat? Juste dire que je suis entièrement d'accord. Hein. Je le disais tantôt, je ne suis pas non plus une grande fan des bureaux d'exécution, des delivery units, ou comme on veut les appeler, des unités de gestion. Il y a plusieurs appellations de la même chose, mais je suis entièrement d'accord. Je ne suis pas non plus une grande fan. Je rejoins complètement l'idée de Alun Badara dans la mesure où si les gens effectivement ne sont pas sensibilisés et estiment avoir déjà les compétences pour faire ce que la delivery unit fait, il y aura forcément de la résistance. Ensuite, et je pense qu'il l'a dit aussi, moi je pense que les delivery units ne doivent pas être pérennes. Malheureusement, on voit des gens qui font des delivery units de 10 ans, de plus. Pour moi, ce n'est pas normal. Ça veut dire aussi que la delivery unit a échoué parce que l'objectif de la delivery unit, c'est vraiment de faire dans un
court laps de temps, de pouvoir engranger des résultats que le ministère, les fonctionnaires eux-mêmes pourront continuer à répliquer. Donc, je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. Ça peut être une alternative intéressante, mais il faut bien étudier le contexte avant de mettre en place ou pas. Très bien. Malheureusement, nous sommes à 5 minutes après le temps de fin prévu, mais on va prendre la dernière question avec Ousseynou. Je propose qu'on prolonge de 5 à 7 minutes, si vous le permettez, pour prendre la question d'Ousseynou. Allez-y, Ousseynou. Ousseynou. Oui, merci beaucoup, Binta, et bonjour à tous. Alors, c'est vrai que voilà, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt toutes les choses qui se sont dites ici depuis le début donc, de la réunion que j'ai pris quand même à mi-chemin. Et je tiens tout simplement d'abord à remercier le PMI Sénégal et vraiment l'ensemble des acteurs d'avoir bien voulu organiser donc ce webinaire sur ce sujet qui est quand même un sujet d'actualité et un sujet très, très, très intéressant. Alors, je n'ai pas de questions spécifiques, mais juste un commentaire ou bien voilà, sur le sujet en tant que tel, dans la mesure où j'ai l'opportunité aujourd'hui au niveau du ministère dans lequel j'évolue, voilà, de vivre effectivement cette expérience-là. Et c'est juste pour réconforter les deux dernières interventions que j'ai entendues, notamment celle d'Alun Badara, qui a effectivement mis vraiment à nu aujourd'hui disons, les difficultés que nous avons dans le cadre en fait, de la mise en œuvre des projets financés par les bailleurs. Alors, pour ne pas être long, je vais juste peut-être parler de l'expérience que j'ai dans le cadre du PAYEN. Je pense que vous devez certainement en entendre parler, notamment les acteurs de l'écosystème numérique. Le projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal, qui est géré, piloté au niveau donc, du ministère en charge donc, des télécommunications. Et juste pour dire qu'effectivement, ce sont ces mêmes problèmes, ces mêmes préoccupations que moi, personnellement, j'ai découvert lorsque j'ai été désigné comme point focal et puis pour mettre en œuvre ce projet-là. Maintenant, le point sur lequel j'aimerais plus m'appesantir, c'est vraiment la capacité des agents, en tout cas du ministère, à challenger les bailleurs. Parce que effectivement, c'est quelque chose que j'ai constaté dès le début. C'est un projet que nous avons avec la Banque mondiale, mais effectivement, il a fallu quand même beaucoup de courage pour pouvoir challenger les propositions que le partenaire financier et technique donc, pose fréquemment sur la table. Et effectivement, c'est quelque chose qui marche parce qu'il suffit uniquement d'avoir les bonnes personnes avec vraiment le courage qu'il faut, les idées qu'il faut pour pouvoir challenger et puis montrer aux partenaires qu'il faut effectivement s'aligner avec les préoccupations et les priorités qui ont été définies par les gouvernements. Et j'ai eu quand même à l'expérimenter et c'est quelque chose qui marche. Et naturellement, pour pouvoir justement y arriver, il a fallu quand même mettre en place un certain nombre donc, de dispositifs. Juste pour donner quelques exemples. Déjà, dans le cadre de la prise en compte, disons, de la réticence donc, des agents du ministère pour adhérer complètement aux objectifs du projet, moi, ce que j'ai essayé de mettre en place, c'est un groupe en fait, de correspondants internes de soutien. C'est quoi? C'est des personnes du ministère qui ont été désignées et qui ont la charge en fait, de faire le suivi rapproché donc, de chacune des composantes définies dans le cadre du projet. C'est un projet quand même assez spécifique. Quand on parle, par exemple, de la composante liée à la connectivité, donc qui est une composante qui va être déroulée en rapport avec d'autres, ce qu'on appelle des partenaires de la mise en œuvre du projet, comme les structures autonomes rattachées donc, ou mises sous la tutelle donc, du ministère et qui doivent exécuter cette composante. Moi, à mon niveau, j'ai désigné des personnes qui sont chargées d'intégrer donc le groupe de projet et de suivre et de challenger non seulement l'unité de gestion de projet
qui est mise en place pour assurer le pilotage, mais aussi challenger la structure autonome qui est désignée comme partenaire à la mise en œuvre. Et de cette manière, ça permettra effectivement d'assurer une forte implication non seulement des agents du ministère, de l'unité de gestion de projet et de la structure autonome qui en est bénéficiaire, et surtout aussi de pouvoir challenger les propositions et le suivi qui est fait aussi du côté donc du partenaire financier et technique. Donc, c'est juste pour partager avec vous donc l'expérience que j'ai dans le cadre donc, de ce genre de situation. Et nous fonctionnons depuis quelque temps donc, de cette manière. En tout cas, les premiers résultats que nous voyons dans l'adhésion de tous les acteurs autour donc, des objectifs du projet sont pour l'instant satisfaisants. Et on espère que, voilà, que ce sera un modèle qui pourra être répliqué au niveau donc globalement de tous les projets qui sont exécutés avec l'aide des partenaires financiers et techniques. Donc, merci beaucoup et voilà. Merci encore une fois au PMI pour ce sujet intéressant. Merci beaucoup. Merci à toi, Al-Ousseynou, pour cette contribution. Bon, malheureusement, nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, Rachidat, si vous le permettez, je voudrais vous donner la main pour peut-être compléter ou apporter des précisions par rapport aux commentaires de Koulibaly et donner le mot de la fin. Merci à tout le monde. Merci, Rachidat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, dernier intervenant également. J'ai trouvé très, très intéressant. Je veux juste noter pour moi-même, peut-être que je vais copier l'idée. Est-ce que vous pouvez me rappeler la terminologie que vous avez utilisée pour les points focaux que vous avez mis en place pour le suivi? Je n'ai pas noté. J'ai compris le mécanisme, mais j'ai oublié la terminologie. Oui, en fait, c'est des correspondants internes de soutien. Donc, correspondants, parce que c'est des agents du ministère, internes surtout, parce que effectivement, c'est des agents du ministère, mais de soutien. Parce que dans la mesure où ce sont ces personnes qui sont chargées de s'assurer que les objectifs qui ont été définis donc, par le gouvernement dans le cadre du projet sont bien, restent bien en ligne de mire, quoi, durant toute la phase d'exécution. Merci beaucoup, Monsieur Koulibaly. C'est très intéressant. Je pense que c'est une idée que je vais certainement copier de vous. Merci beaucoup. Merci Binta, merci Michael, merci à tout le monde. C'était une session très enrichissante pour moi. J'avoue que j'ai beaucoup appris des uns et des autres. Merci de m'avoir invité également. J'espère que le webinaire aura été utile à plusieurs. Et puis, ouais, au plaisir de pouvoir échanger bientôt. Merci en tout cas. Vous êtes sur mute, Binta. Pardon, oui, j'étais sur mute. Merci beaucoup. Donc, je disais merci, Rachidat, pour cette belle présentation. C'était extrêmement enrichissant. Nous en sommes sortis plus éclairés sur vraiment les solutions spécifiques apportées au gouvernement. Donc, je rappelle aux participants, n'oubliez pas de remplir le formulaire qui est dans le chat. Le webinaire donne droit à 1,5 PDU. Merci à tous. Merci vraiment pour ce temps que vous nous avez consacré, pour les échanges. C'était vraiment très riche. À très bientôt et bon week-end. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Bon week-end. Merci tout le monde. Bye bye.